Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 10. Les textes canoniques bouddhistes complexes et abstrus ont effrayé les lecteurs. L'image que le bouddhisme donne souvent de lui-même au public, c'est soit une religion vulgaire où les femmes récitent des sutras dans le but de pouvoir renaître dans la terre pure de l'Ouest, soit l'énorme collection des Tripitaka et des 12 sections du canon bouddhiste, fourmillant d'infinies terminologies et de théories abstruses. Et pourtant, le bouddhisme, transmis en Chine depuis 2000 ans, cultive une étroite intimité avec notre vie quotidienne et a enrichi la culture chinoise. Sans le bouddhisme, que resterait-il de la culture chinoise? Les nécessités de notre vie quotidienne, habillement, nourriture, logement et transport, calligraphie, peinture, musique, danse, art et architecture comportent toutes de profondes affinités avec le bouddhisme. Et même dans notre conversation, combien de mots sont-ils issus du vocabulaire bouddhisme? Connais-tu des afflictions? Crois-tu à la loi des causes et effets? Distingues-tu le bien du mal? As-tu contracté des affinités? Ou encore, incommensurables mérites et vertus? Mouvement et repos sont semblables. Suivons l'affinité. Bienveillante compassion, etc. Sans le bouddhisme, nous aurions bien du mal à converser et à nous exprimer. C'est pourquoi je dis que la culture chinoise, c'est la culture bouddhiste. Pour que le dharma puisse s'enraciner en Chine, les maîtres éminents des générations passées se mirent activement à traduire les textes bouddhistes. Durant les dynasties Song, Yuan, Ming et Qing, les différentes versions de Tripitaka furent successivement compilées. Les paroles sacrées furent préservées, mais à cause de leur contenu complexe et du manque de ponctuation, beaucoup de ces textes sont difficiles à lire et à comprendre. Contrairement au bouddhisme, les chrétiens n'ont qu'à lire le Nouveau Testament et les musulmans le Coran. La surabondance des livres décourage le lecteur. Dans le passé, le bouddhisme bénéficiait de la protection des souverains. Les pagodes et les monastères ne connaissaient donc aucun problème financier. Mais le danger était déjà présent. Si les monastiques ne cherchaient pas à répandre le bouddhisme ou si le contenu des enseignements ne correspondait pas aux besoins des hommes, le bouddhisme et les hommes se tourneraient le dos. Durant les dynasties Yuan, Ming et Qing, le bouddhisme perdit la protection impériale et, quand il subit l'oppression, il fut dans l'incapacité de se développer. Fatalement, il ne put qu'entrer en décadence. En résumé, si le bouddhisme put prospérer en Chine, c'est parce qu'il promouvait la morale et la vertu, les 5 préceptes et les 10 bonnes actions, et soutenait la loi de la rétribution karmique. On peut dire que, ce faisant, la discipline bouddhiste a préservé l'ordre social. Les 5 préceptes du bouddhisme concordent avec les 5 vertus fondamentales du confucianisme. Ne pas ôter la vie correspond à l'humanisme, ne pas voler, à la justice, ne pas se mal conduire sexuellement, à la bienséance, ne pas mentir, à la sincérité, et ne pas consommer de drogue, à la sagesse. En outre, le bouddhisme enseigne encore les 4 samgraha, les 6 paramitas, le noble sentier octuple, les 4 vœux universels, si bien qu'aucune doctrine religieuse ordinaire ne peut l'égaler. Le bouddhisme humaniste a rendu nombre de services à la société et œuvré dans l'intérêt de la nation et du peuple. De nombreux moines éminents brillaient par la profondeur et l'étendue de leurs connaissances et par leur irréprochable sens moral. Avec le respect des souverains des générations passées, ils faisaient le vœu de défendre le bouddhisme. De plus, le bouddhisme humanisme s'accordait bien à leur esprit et à leurs besoins. C'est pourquoi le développement du bouddhisme étincelait comme la lumière du soleil et de la lune. Malheureusement, les bouddhistes des générations suivantes n'ont pas continué à répandre ces parfaites vertus. De plus, de nombreuses personnes ayant connu des échecs dans leur vie professionnelle et sentimentale sont entrées dans le Shangha pour devenir des monastiques vivant à l'ombre du bouddhisme. La communauté est ainsi devenue un rassemblement hétéroclite et peu à peu, le bouddhisme a perdu sa nature humaniste. En outre, les bouddhistes attachaient trop d'importance aux notions de secte et de territoire, de sorte que les différentes écoles se critiquaient et s'excluaient mutuellement. Enfin, certains chercheurs ne savaient que blâmer le bouddhisme en ne citant que ses défauts, comme s'ils en étaient les maîtres absolus.
comment, avec tous ces écueils, le bouddhisme ne serait-il pas tombé en décadence? En me remémorant les alternances de prospérité et de décadence du bouddhisme en Chine durant ces 2000 ans, je me sens profondément ému. Dans ce long fleuve de l'histoire, il est difficile de résumer les crus et les décrus en un mot. Heureusement, aujourd'hui, le bouddhisme est accepté partout en Chine. L'Association bouddhiste chinoise et le département des affaires religieuses du gouvernement s'unissent pour aider et développer le bouddhisme humaniste. C'est pourquoi j'ose espérer que le bouddhisme chinois pourra connaître un brillant avenir.